La personne qui devait intervenir aujourd'hui s'appelle Lucie Togny. Elle travaille au Conseil mondial de l'énergie et elle a été la cheville ouvrière de l'étude mondiale sur l'hydrogène. Alors Lucie se réjouissait de venir à Paris. Elle m'a téléphoné hier pour me dire qu'elle ne pouvait pas venir. Et donc, je vous demande bien sûr de l'excuser. Je vais essayer de la remplacer. Mais encore une fois, j'insiste beaucoup sur le fait que tout le travail que je vais vous présenter est un travail qui a été coordonné par Lucie et fait par Lucie et l'équipe du Conseil mondial de l'énergie. Alors ce travail, dont vous avez bien sûr la présentation dans votre dossier, s'appelle « Hydrogène à l'horizon, à vos marques, presque prêts, partez ». Il y a déjà finalement dans le titre un petit message, on aurait pu l'appeler aussi hydrogène, je t'aime moi non plus, ou hydrogène, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, et puis 3 petits points. Donc il y avait une grande possibilité finalement, c'est une grande interrogation sur l'hydrogène. Alors ce travail a été fait en utilisant le réseau du Conseil mondial de l'énergie, que Jean-Marie a présenté rapidement. Je vous rappelle, 90 pays, 3000 organisations. Et ce qui a été fait, qui est très original finalement, c'est que cette équipe, qui est l'équipe du Conseil mondial de l'énergie, est allée lire les documents à la source. Et c'est en allant lire des documents à la source, en faisant un travail, je dirais, de recherche et de meilleure compréhension, que plusieurs dimensions ont pu être explorées. Alors la première chose que je voudrais souligner, c'est que ce travail a été fait en collaboration. Il a été fait en collaboration avec l'EPRI, qui est un grand centre de recherche américain, et puis avec PwC, qui est une société de conseil que l'on connaît bien. Et ce travail est donc une coproduction. Alors l'idée, c'était d'examiner trois dimensions. Il y a eu en anglais la publication de 3 documents de travail. Le premier sur les stratégies nationales hydrogène, le second sur des réflexions sur une compilation d'entretiens et d'interviews avec des dirigeants, et puis le troisième, un travail en chambre à partir de la compréhension des scénarios publiés sur la dynamique de la demande et les coûts de l'hydrogène. Le document que vous avez dans votre dossier, celui-ci, est en fait la traduction en français des 3 working papers qui en fait recouvrent aussi le document de synthèse. Alors qu'y a-t-il dans ce document ? La première chose, c'est à partir du travail sur les scénarios. Alors, ce travail sur les scénarios n'est pas si simple parce que l'idée, c'était finalement de rassembler des scénarios qui étaient comparables. Et pour qu'ils soient comparables, il fallait commencer par les analyser. En tout, il y a 13 scénarios qui ont été rassemblés, 13 scénarios mondiaux qui permettaient d'avoir, je dirais, les mêmes caractéristiques. Il fallait qu'ils soient cohérents sur le champ géographique, il fallait qu'ils soient cohérents aussi sur la profondeur, il ne fallait pas qu'ils se limitent à une partie de l'industrie ou une partie de l'économie. Et puis, il y a un critère que l'on garde très confidentiel, qui est qu'on s'est limité à des scénarios qui étaient produits par des instituts de qualité. On a enlevé ceux qui nous semblaient un petit peu fantaisistes. On a aussi enlevé, et c'est important de le savoir, pour ces scénarios, on a enlevé les scénarios extrêmes. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, les scénarios les plus hauts et les scénarios les plus bas ont été enlevés parce qu'ils étaient des fois un petit peu poussés dans un sens ou dans l'autre. Et l'idée, c'était finalement de retenir la substantifique moelle de ces scénarios de prospective. Et le résultat, il est sur le graphique que vous avez à l'écran, qui est un graphique qui représente aujourd'hui de 2000 à 2050, la demande d'hydrogène au niveau mondial. Alors, ce que l'on voit, et le résultat est, je crois, très parlant, c'est qu'en fait, on a une première partie, je dirais, de 2000 à 2035, où en fait, tous les scénarios sont à peu près convergents. Et en fait, ils sont convergents parce que ce qui va se passer d'ici 2035, c'est déjà écrit d'une certaine manière. Nous savons tous que le temps de l'énergie est un temps long. Le développement de l'hydrogène va s'appuyer sur des développements d'infrastructures qui sont finalement plus ou moins développées et décidées. Et si aujourd'hui on décidait de nouvelles infrastructures destinées à la production ou au transport d'hydrogène, ça n'est qu'après 2035 ou 2030 ou 2035 que ces décisions auraient de l'effet. Autrement dit, il y a une certaine convergence bien normale sur la première partie. Et c'est après, en revanche, que là, on a cette fois-ci des écarts tout à fait importants qui dépendent évidemment des hypothèses qu'il y a dans les différents scénarios. Et on a fait le choix de représenter ces scénarios en 3 grandes familles selon leurs résultats, leur efficacité en termes climatiques. Vous voyez qu'il y a des scénarios gris. Les scénarios gris sont ceux qui sont... Alors, on le voit un petit peu, les scénarios gris, c'est toute cette enveloppe de scénarios.
qui sont des scénarios qui mènent à des réchauffements à l'horizon de 2050 de l'ordre de 2,3 degrés. Et ces 2,3 degrés résultent de la lecture approfondie des scénarios par l'équipe qui a fait ce travail. Il y a des scénarios qui sont plus intermédiaires, entre 1,8 et 2,3 degrés. Et là, vous voyez que le rôle de l'hydrogène est très différent. On a des valeurs tout à fait importantes qui frôlent les 500, en gros, les 500, et qui sont beaucoup plus bas. Et puis, on a des scénarios, les scénarios bleus, qui, eux, sont des scénarios très favorables au changement climatique, et qui sont des scénarios qui arrivent là aussi à des taux de pénétration de l'hydrogène tout à fait importants. Quand on regarde finalement par rapport à la part de l'hydrogène dans la consommation finale, la part du vecteur hydrogène dans la consommation finale, on a à ce moment-là des parts qui sont entre 6 et 25%. C'est dire finalement l'ouverture qu'il peut y avoir à partir de ces scénarios. Le deuxième travail qui a été fait est un travail qui, là aussi, a été fait un travail sur table et qui a consisté tout simplement, si j'ose dire, parce que c'était un gros travail, à rechercher dans chaque pays quel était l'état de développement des stratégies nationales. Alors, il y a les pays qui ont déjà une stratégie nationale qui a été publiée, acceptée. Il y en a d'autres qui sont en train de la préparer. Il y en a d'autres qui sont tout à fait au début. Puis il y en a d'autres qui n'ont rien du tout. Et c'est ce que représente finalement la carte que vous avez sur l'écran. Lorsque les pays sont en bleu foncé, cela veut dire qu'il y a une stratégie nationale qui a été publiée et acceptée. Et puis lorsque le bleu devient de plus en plus clair, on est dans tout le continuum de ce qui peut être posé en termes de développement de stratégie nationale. Cette carte que vous avez sous les yeux n'est pas exactement la même que celle que vous avez dans la publication, parce que ça évolue et il y a désormais un petit peu plus de pays qui ont en fait développé des stratégies nationales. Je suis sûr que dans le document que vous avez sous les yeux, il y en avait 13, dont l'Europe, alors 12 pays plus une grande région. Là, on est cette fois-ci à plus de 16 stratégies nationales. On a donc chaque fois de nouveaux pays qui développent des stratégies nationales. Alors ça montre aussi en creux qu'il y a beaucoup de pays en fait, où on n'a rien fait ou pas grand-chose. Alors les grandes zones où il y a vous le voyez, où il y a des stratégies nationales importantes, on le voit, il y a le Canada, il y a le Chili. En Europe, beaucoup de pays sont actifs. Et puis en Asie, il y a le Japon, il y a l'Australie, il y a la Corée du Sud. Ce sont en gros les grandes régions du monde où on a développé des stratégies nationales et où elles ont été validées. Je rappelle qu'en France, nous avons une stratégie nationale et nous sommes en fait les premiers à l'avoir eue, puisqu'en fait la première stratégie nationale date de 2018, celle qui a été développée et présentée par le ministre de l'économie et le ministre de la transition écologique en octobre dernier, c'était la deuxième version. Alors, une fois qu'on a regardé identifié ces stratégies nationales, il y a eu tout un travail qui a consisté à essayer de mieux comprendre quelles étaient les différences entre ces différentes stratégies nationales. Et là, on a essayé de se livrer à une analyse. Je suis désolé, le tableau est forcément un peu complexe, à l'image d'ailleurs des stratégies nationales. J'espère qu'il est un petit peu plus lisible dans votre dossier. Alors, on a essayé d'abord de comprendre quels étaient finalement les objectifs des stratégies hydrogènes. Et ces stratégies hydrogènes peuvent avoir effectivement des objectifs assez différents. Ça a été d'ailleurs souligné en introduction par Jean-Marie Daugé. Il y a des stratégies qui sont plutôt orientées vers la décarbonation. Il y en a d'autres qui sont plutôt orientées vers la croissance économique et vers l'emploi. Il y en a d'autres qui peuvent avoir des objectifs de politique énergétique comme la diversification. Il y a finalement un choix assez large de stratégies et d'objectifs de stratégie. Et puis, dans le bas du tableau, on a essayé de comprendre et d'identifier quels étaient finalement les secteurs qui étaient les secteurs cibles ou les usages qui étaient les usages cibles. Et on voit que finalement, quand on regarde globalement ce tableau, on voit que autant de stratégies nationales, autant de diversité, et on retombe très exactement sur le discours, bien évidemment, du président du Conseil mondial de l'énergie, qui insiste sur la diversité des objectifs lorsqu'on parle de stratégie hydrogène. Alors, si on regarde à grands coups vraiment je vous encourage à lire le rapport si cette question vous intéresse. Je dirais que en Amérique, que ce soit l'Amérique du Nord ou l'Amérique latine, on est plutôt sur une approche de production à la fois pour l'usage domestique et puis pour l'exportation. En Europe, on est vraiment sur un objectif principalement de décarbonation.
Et puis, il y a des pays où on est vraiment sur des stratégies d'exportation. Je pense par exemple à l'Australie, qui, elle, est vraiment mise un peu, bien évidemment, sur l'utilisation domestique, mais principalement sur une stratégie d'exportation, notamment vers les pays, le Japon, la Corée du Sud, qui, eux, sont très demandeurs d'hydrogène. Avec la petite particularité que je crois que beaucoup savent, qui est que le transport se fait souvent dans cette région du monde, est envisagé sous forme d'ammoniac. Alors, la confusion sur les couleurs, je ne vais pas y revenir puisque Jean-Marie en a un peu parlé, mais peut-être aller un petit peu plus dans les exemples, parce que ce discours que tient le Conseil mondial de l'énergie sur finalement l'insuffisance de parler en termes de couleurs, c'est évidemment fondé sur un travail approfondi, et ce travail approfondi, il résulte là aussi de l'analyse des stratégies. On s'est rendu compte finalement que la couleur qui était utilisée par tel ou tel pays n'avait pas le même sens dans les différents pays. Et on peut le comprendre très très bien d'ailleurs d'une certaine manière avec un exemple je crois très simple, c'est qu'on parle beaucoup notamment de l'utilisation d'énergie fossile avec captage et stockage du carbone. C'est évidemment une bonne idée, mais ça dépend du taux de captage. Et là, le diable est dans les détails. Si on a un taux de captage important, effectivement, on a un hydrogène décarboné. Si on n'a pas un taux de captage important, et on voit souvent des pays qui affichent des stratégies avec des taux de captage relativement faibles, là, on peut dire que l'hydrogène est un peu moins décarboné que dans le cas que j'ai cité avant. Donc tout ceci encourage finalement, et c'est le discours du Conseil mondial de l'énergie, d'aller davantage, d'abandonner un peu les couleurs, même s'il faut peut-être les utiliser dans un sens de vulgarisation, mais entre gens sérieux, il faut parler de contenu carbone de l'hydrogène. Et c'est uniquement en mettant des chiffres, des approches qualitatives, que l'on ira finalement vers des approches rigoureuses. Et je crois qu'on peut dire que l'hydrogène mérite une approche rigoureuse, bien évidemment. Alors, il y a eu, dans cette étude, faite notamment avec les partenaires que j'ai cités au début, une série d'entretiens, et ces séries d'entretiens étaient très, très utiles parce que finalement, il y a eu en gros une quarantaine d'entretiens, et puis des entretiens avec des experts partout dans le monde, et le résultat, ça a été finalement d'essayer de comprendre de façon beaucoup plus qualitative ce que les gens, ce que les dirigeants, les experts de haut niveau pensaient de l'hydrogène. Alors je l'ai un peu structuré, je dois dire, je me suis un peu éloigné des transparents que m'avait gentiment donné Lucie, pour le dire un petit peu différemment. Il y a d'une part d'abord des gens pour qui l'objectif c'est la création d'emplois. Et si vous avez écouté le discours de Bruno Le Maire au mois d'octobre dernier, c'est son discours. Son discours, c'est principalement l'hydrogène pour créer les emplois. Et il cite notamment beaucoup d'exemples d'échecs en la matière. Alors il y a là quelques exemples de citations de dirigeants de partout dans le monde qui expliquent que l'importance, c'est bien de développer la production locale, de s'appuyer plutôt que de s'appuyer sur les importations, et donc de développer une économie locale de l'hydrogène. C'est le premier message. Le deuxième message, c'est de dire que l'hydrogène va souvent perturber finalement le paysage énergétique. Et cette perturbation du paysage énergétique va être d'autant plus grande que l'hydrogène va évidemment avoir une part importante. Et on peut avoir des situations finalement où les systèmes énergétiques vont en quelque sorte basculer dans des cas un petit peu extrêmes. Et l'hydrogène peut aussi, d'une façon générale, interférer avec beaucoup d'autres énergies ou vecteurs énergétiques. Le troisième message, c'est le message de l'acceptation. Comme souvent sur les ouvrages industriels, il y aura un problème d'acceptation de l'hydrogène. Et le discours qu'on a souvent entendu auprès des personnes interviewées, c'était de dire qu'il fallait communiquer, il fallait accroître la connaissance du public, il fallait impliquer le plus tôt possible, c'est ce qu'a dit notamment un Uruguayen, il faut impliquer le public le plus tôt possible parce que ce sera un élément fondamental de la feuille de route et qui permettra d'avoir une acceptation plus grande de ce vecteur énergétique. Deux derniers points qui sont tout à fait importants aussi, poursuivre le dialogue, parce qu'en fait la coopération internationale est indispensable. On ne peut pas développer l'hydrogène seul dans son coin, seul dans son pays ou même seul dans sa région. Et puis l'enjeu de la réduction des coûts, comme on le verra dans quelques instants, les coûts aujourd'hui de la production d'hydrogène, enfin de la production d'hydrogène décarbonée, ces coûts sont tout à fait élevés, notamment au regard de la production usuelle d'hydrogène d'aujourd'hui. Et donc ça passe par un développement massif, ça passe par des économies d'échelle. Et sans réduction des coûts, il n'y aura pas de développement important de l'hydrogène. C'est évidemment un point tout à fait important.
Alors les 4 conclusions que l'on peut tirer finalement de ceci ont été plus ou moins dites par Jean-Marie et je vais juste y revenir donc très rapidement. Bien comprendre qu'il y a des différences entre les pays et il n'y aura pas un modèle unique du développement de l'hydrogène partout, y compris dans les pays européens. On ne peut pas imaginer, et d'ailleurs quand on regarde ce qui se passe en Allemagne pour l'hydrogène ou ce qui se passe en France sur l'hydrogène, on est vraiment sur des visions très différentes. Deuxièmement, je n'y reviens pas, la question des couleurs, qui est quand même quelque chose qui, si c'est peut-être une approche sympathique, j'allais presque dire romantique de l'hydrogène, est une approche qui manque de rigueur et le Conseil mondial de l'énergie milite pour des indicateurs beaucoup plus précis et qualitatifs. Troisièmement, mieux connaître la demande, et je renvoie finalement au premier graphique que j'ai montré. On a une telle incertitude aujourd'hui sur la demande qu'il est difficile finalement de prendre des décisions. Et puis, quatrièmement, la dimension de création d'emplois, de croissance économique, de relais de croissance économique que pourrait apporter l'hydrogène.